Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Woulot, votre émission spéciale Euro 2021 avec Brother Jimmy. À 20h on se retrouve pour le Focus, à 21h vous retrouverez Séverine Méridan pour Sport 10, pardonnez-moi, mais pour l'instant place donc à l'actu. Nous sommes le vendredi 9 juillet 2021 et on commence avec un petit débriefing sur la mobilisation en cours à Canal Satellite. 5 points sont à l'ordre du jour, dont 2 qui bloquent. Si CanalSat refuse l'augmentation de 50 € net pour les commerciaux, l'entreprise propose 45 € bruts par mois pour les bas salaires. Autre point de discorde, le paiement du salaire de Maïté Mtoumo pendant qu'elle assure ses fonctions syndicales. Sur ce point, la direction de CanalSat demande une application pure et simple de la loi et le transfert de la charge de son salaire à l'UGTG. On fait le point avec la direction. Alors ça fait maintenant 67 jours que parmi les 135 salariés de Canal+, on a 22 salariés qui sont en grève en Guadeloupe. Et bon, la grande majorité d'entre eux sont des conseillers commerciaux en boutique. Hier, on a donc tenu une 9e réunion avec la délégation donc, de l'UGTG qui a duré plus de 8 heures et au cours de laquelle on a eu donc des avancées assez significatives. Alors pour rappel, il y a 5 points de revendication et à ce stade, il y en a 2 seulement qui n'ont pas encore fait l'objet d'un accord. Le premier, c'est que l'UGTG demande une augmentation de 50 € net pour les conseillers commerciaux et 2, que la situation de Madame Maïté Hubert Mtoumo, qui souhaite donc se consacrer entièrement à son statut de secrétaire général de l'UGTG, mais tout en étant payé par Canal+. Alors, notre position sur ces 2 points à l'issue de la réunion, sont que sur l'augmentation générale, on avait concédé un minimum de 30 € bruts par mois, et hier, nous avons proposé un minimum de 45 € bruts par mois pour les salaires qui sont les moins élevés dans l'entreprise par rapport au salaire médian de leur catégorie. L'UGTG n'a pas considéré que c'était suffisant pour obtenir un accord hier. Et pour le deuxième point concernant donc Madame Maïté Hubert Mtoumo, nous souhaitons l'application de la loi qui est de transférer la charge de sa rémunération au syndicat dont elle assure depuis quelque temps maintenant sa direction. Nous prévoyons de poursuivre bien évidemment les discussions avec la délégation du TT-UGTG afin de reprendre, nous l'espérons, une activité normale pour nos équipes qui sont au travail et dont je profite d'ailleurs pour les remercier de leur engagement pour maintenir un niveau de service de qualité à tous nos abonnés. L'INSEE mesure l'impact de la crise sanitaire et ce n'est pas joli du tout. On enregistre une baisse de la croissance de 5,9%, due notamment à l'arrêt du secteur touristique et une chute des consommations. L'hôpital... pardonnez-moi, le reportage. Donc, je vais vous faire une synthèse des chiffres de la croissance pour 2020 et de l'impact de la crise sanitaire sur le territoire guadeloupéen. Donc, globalement, on a une croissance qui est en baisse de 5,9% en Guadeloupe. Donc, les principales composantes de la production intérieure brute, que sont la consommation des ménages et l'investissement, sont en chute. La première de moins 6 ou moins 7% et la deuxième de moins 13%. Ces 2 composantes entraînent du coup une baisse des importations puisqu'on a une baisse des importations de la consommation de biens à destination des ménages, mais aussi une baisse des biens d'équipement et des biens intermédiaires à destination des entreprises. Du coup, ces baisses-là font qu'au niveau des importations, les importations du coup sont en baisse et viennent du coup augmenter le PIB d'autant. Du coup, la contribution de ces 3 composantes n'est plus que de 2 points sur les moins 5,9% de croissance. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que la principale
composante qui impacte le plus la baisse de la croissance, ce sont les exportations. Les exportations, pourquoi? Parce que dans les exportations, on compte les dépenses touristiques. Et avec l'arrêt du secteur touristique, ces dépenses ont chuté de 50%, puisqu'il n'y avait plus de touristes. Et comme ces dépenses représentent près de 40% des exportations, du coup, ça a entraîné une baisse des exportations de 33% et impacté énormément la croissance. Donc la principale raison en fait, de la baisse de la croissance en Guadeloupe, c'est lié aux exportations et évidemment aux dépenses touristiques qui sont en baisse. Alors, le rapport 2020, si on doit retenir les éléments essentiels de l'année 2020, évidemment, c'est une diminution du PIB de la Guadeloupe très importante, puisque globalement, ça a été de 5,8%. Mais moindre qu'en métropole, où en métropole, on a été aux alentours d'une diminution de plus de 8%. Et c'est principalement le secteur public et le secteur parapublic qui a constitué un amortisseur social à cette crise sans précédent depuis des décennies. Les banques ont accordé à ce jour plus de 680 millions de PGE à l'ensemble des entreprises et contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, ce sont principalement les PME et les TPE qui ont bénéficié à plus de 90% de ces 680 millions concernant près de 4600 entreprises en Guadeloupe sur un an et demi. Et les présidents des deux collectivités majeures ont effectué une visite de terrain sur le chantier du CHU de Perrin aux Abîmes. Et visiblement, les travaux avancent bien et l'hôpital le plus high-tech de France devrait être livré à l'orée 2024. Le reportage. Depuis notre dernière visite, on s'est rendu compte que ça a bien avancé. J'ai vu qu'ils ont même commencé la peinture. Le passage Caraïbes, comment on dit ça, le passage Caraïbes? La rue des Caraïbes avance très très bien. Et nous avons profité aussi pour dire que nous allons bientôt commencer les travaux, j'espère, de Médecine Vallée, la faculté de médecine de plein exercice. Et pour nous, c'est une chose très importante pour nos jeunes futurs médecins. Et aussi l'IFSI aussi, que nous avons augmenté le nombre de formations de 120, on est passé à 150 pour permettre à nos infirmiers et infirmières de rester en Guadeloupe, les ambulanciers, les aides-soignants aussi. Donc je pense que sur la santé, on est très bien, on travaille très bien. Et la bonne nouvelle, c'est que la directrice de l'ARS a pu dernièrement signer les arrêtés, comme vous dites chez vous? Oui, absolument. Les autorisations pour l'IRM, les scanners, à Basse-Terre, à Selbonne, au Moule, et aussi le TEP-scan, le deuxième TEP-scan et surtout la télémédecine que nous allons mettre en place. Donc je pense que ce soit l'État, région, département, l'ARS, nous nous sommes mis vraiment pour pouvoir rassurer les Guadeloupéens sur la santé. Je n'avais pas eu connaissance de tous les éléments concernant ce chantier. Le film nous a permis de bien s'imprégner. Ma très grande satisfaction, c'est de voir comment c'est bien intégré, ne serait-ce qu'avec la rue Caraïbes, qui est bien intégrée dans notre environnement géographique, mais aussi environnement culturel. Et l'avancée des travaux, je reste convaincu que les objectifs seront atteints pour que ces travaux soient terminés fin 2023 et pour que ce CHU soit livré à la population pour l'année 2024. Chaque fois que je viens, je suis vraiment épatée. Franchement, c'est un chantier incroyable. Je pense que pour la Guadeloupe, c'est merveilleux d'avoir le fleuron des établissements de santé. Vous allez avoir vraiment le plus moderne de France quand il sera livré. Et puis, ça va apporter vraiment une qualité de prise en charge pour les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes. Donc, je crois qu'on peut tous s'en réjouir. Et vraiment, avec les élus, bien sûr, on travaille de concert, monsieur le préfet, le directeur de l'établissement. Moi, je suis très très heureuse. Voilà. Maintenant, il y a encore du travail quand même. On a visité aujourd'hui le CHU, mais dès la semaine prochaine, j'irai visiter l'actuel CHU pour voir dans quelles conditions se trouvent nos patients, nos malades, où travaillent les médecins, de manière à bien vous montrer cette volonté de s'imprégner de cette réalité et pour que nous puissions aller le plus loin possible.
Le 9 juillet 1966, la police nationale voit le jour en France, une date célébrée chaque année par les forces de l'ordre encore actives qui rendent hommage à leurs collègues décédés en service. De quoi redorer l'image souvent écornée de ces fonctionnaires dont les bavures se multiplient et sont désormais filmées. Pour le procureur de la République, Patrick Desjardins, les excès sont tout de même des exceptions et doivent être replacés dans les contextes. Il faudra expliquer ça aux familles de victimes. Le reportage. C'est la journée de la police nationale, ça a été instauré par le président de la République, c'est le 9 juillet, c'est mon anniversaire de la date de la création de la police nationale, le 9 juillet 1966. C'est une journée importante, le ministre de l'Intérieur l'a dit dans son message. Il y a deux objectifs. Le premièrement, c'est se souvenir de tous les policiers qui sont tombés pour la France, victimes de leur devoir. Il y en a 8 dans l'année écoulée, on a égrené leurs noms. Il faut absolument qu'on s'en souvienne, ce sont des gens qui se sont engagés pour leur mission, pour la protection de la population jusqu'au bout, jusqu'à donner leur vie. Et puis le deuxième objectif, c'est de faire une journée de cohésion, c'est-à-dire de retrouver la cohérence de l'ensemble des services de police. Vous savez qu'il y a beaucoup de missions dans la police nationale, il y a beaucoup de statuts, il y a beaucoup de gens différents, mais qui exercent tous des missions importantes. Et il faut au cours de cette journée, symboliquement, qu'on puisse se retrouver. Ils étaient tous là, rassemblés pour ceux qui sont des policiers de la Guadeloupe. C'est important qu'on puisse leur rendre hommage et qu'on puisse leur témoigner de l'importance que revêt leur mission. Écoutez, la police ici en Guadeloupe, elle exerce son action parfois dans des conditions difficiles. J'en suis témoin régulièrement quant aux actions qui sont menées, les réactions parfois qui sont menées, qui existent quant aux actions de la police. Et je trouve qu'ici la police mène ses actions avec un grand professionnalisme. Et il faut le rappeler vraiment le plus souvent possible, il y a du professionnalisme dans l'action de la police. Et les excès dont parfois on parle sont d'abord des exceptions et doivent toujours être replacés aussi dans leur contexte. Ce sont des policiers qui sont motivés, qui sont fiers de leur appartenance à la police nationale et qui savent l'importance de leur mission et l'importance aussi qu'ils ont pour la population guadeloupéenne. Un reportage signé Stanley Manicor. Et petit focus maintenant sur le dispositif académique des vacances apprenantes. À défaut de partir en vacances, les enfants bénéficient d'activités en tout genre, en plus de renforcer les apprentissages. À l'école élémentaire Alexis Delacroix de Capesterre-Belle-Eau, ça bouge pas mal d'ailleurs. Le reportage. Les vacances apprenantes sont effectivement un dispositif extrêmement important au sein de l'académie. Il y a une très très bonne dynamique au niveau de l'académie de la Guadeloupe et je souhaitais venir à la rencontre à la fois des élèves qui y participent, évidemment des équipes encadrantes, puisque nous avons plus de 700 personnes qui sont mobilisées pour accueillir près de 4000 élèves sur les périodes de vacances scolaires. C'est un dispositif qui permet de prendre en charge des enfants qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir partir en vacances ou de pratiquer des activités physiques et sportives et culturelles. Donc ça apporte un certain épanouissement pour les enfants qui ont vécu une situation assez difficile depuis le mois de mars 2020. Et c'est les mettre dans une situation d'apprentissage, mais de manière différente. Parce qu'on passe beaucoup par le jeu. Là par exemple, aujourd'hui il y a du Scrabble, il y a des ateliers numériques. Et les enfants voient les apprentissages et l'école de manière complètement différente. C'est à la fois une continuité, mais c'est aussi une autre manière d'apprendre, puisque les enfants font des activités évidemment de remédiation scolaire, de certaine façon, de renforcement des apprentissages. Ça peut être des maths, ça peut être des activités numériques, c'est aussi de l'art, de l'histoire. Mais il y a aussi toutes les activités sportives et culturelles qui leur sont proposées. Donc je crois que les enfants sont dans une autre ambiance ici, puisqu'il y a quand même cette ambiance vacances qu'on cherche à leur transmettre, mais aussi une ambiance studieuse et qui leur permet de renforcer les apprentissages. C'est un temps d'apprentissage différent et ils se rendent compte que c'est pas simplement avec des manuels et des cahiers qu'on peut apprendre. On peut apprendre aussi en s'amusant, en pratiquant des activités ludiques, mais qui développent quand même leur capacité intellectuelle. Ce dispositif a toute sa place dans le cadre de l'éducation prioritaire. Nous sommes dans des quartiers QPV, une école située en quartier QPV. Il s'agit d'occuper tous les temps des gamins. Il ne s'agit pas d'occuper seulement le temps formel, mais surtout le temps informel et le temps non formel, le temps des parents et le temps des vacances. Donc ce dispositif remplit tous les objectifs en proposant des activités variées, comme des ateliers numériques, des ateliers sportifs avec l'UCEP, des activités variées. Un reportage de Maxime Morel. Et les services de l'État débloquent 100 000 € pour le dispositif Jeunesse Outre-mer. 80 jeunes seront ainsi coachés pour définir leur parcours professionnel et les aider à créer leur entreprise. Le reste en images.
Une vingtaine d'associations vont être aidées financièrement, c'est plus d'1 million d'euros pour cette année. Ici, pour Jeunesse Outre-mer, c'est 100 000 euros pour cette année. L'objectif, c'est l'accompagnement de 80 jeunes qui vont être accompagnés, c'est-à-dire coachés. On va les aider dans toutes leurs procédures, on va les aider à retrouver de la formation si c'est possible. On va les accompagner pour créer une entreprise. Il y a une jeune fille là, avec qui je parlais tout à l'heure, de Marie-Galante, qui a envie de reprendre un hôtel. Voilà des vrais projets concrets pour des jeunes qui aujourd'hui se cherchent un peu dans Et on part faire un tour du côté du salon de l'hybride à Destrélan, ces véhicules qui roulent avec des moteurs à la fois électriques et thermiques, des innovations qui devraient être plutôt bénéfiques pour notre territoire. En attendant l'hydrogène, n'est-ce pas? Le reportage. Très clairement, c'était très important pour nous de pouvoir monter ce salon de l'hybride pour une raison assez simple. On habite en Guadeloupe, on a la particularité de vivre dans un univers qui va nous permettre d'être les clients privilégiés de tout ce qui est nouvelle technologie dans l'automobile, en passant par des motorisations hybrides et électriques. EasyDrive, c'est avant tout un accélérateur de transition énergétique. Donc on participe à la transition énergétique en installant un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques complètement compensé par des panneaux solaires qui produisent de l'énergie solaire et pour proposer une vraie mobilité décarbonée aux usagers de véhicules électriques. Alors pourquoi l'hybride? Aujourd'hui, l'hybride, ça fait partie des meilleurs compromis d'utilisation en Guadeloupe. Pourquoi? Simplement parce qu'on va être capable d'avoir dans un seul et même véhicule un moteur électrique et également un moteur thermique, ce qui vont nous permettre en utilisation générale de pouvoir avoir le meilleur des deux rapports à l'utilisation. On installe des panneaux solaires sur différents bâtiments et on réinjecte cette électricité dans le réseau pour avoir cette mobilité propre. Et l'autre différence, c'est qu'on fait essentiellement de la location de services. Donc c'est comme si vous aviez un abonnement internet en fait. Vous n'avez pas besoin d'acheter votre modem, d'acheter l'installation. Vous avez la borne avec la maintenance et tout compris. Et du coup, vous payez juste une mensualité à partir de 30 € par mois pour avoir le service clé en main et sans souci. Est-ce que les Guadeloupéens sont prêts à sauter le pas? Oui, je le pense. On le voit dans les chiffres, on le voit en tout cas dans l'engouement des clients. On le voit sur ce salon et très clairement, on se rend compte que petit à petit, les Guadeloupéens sont prêts à passer le pas. Très sincèrement, ce qui va nous différencier, c'est le fait de passer sur de l'hybride rechargeable. C'est tout l'intérêt aujourd'hui en termes écologiques et également en termes d'aide gouvernementale. Être sur de l'hybride rechargeable, c'est avoir la possibilité d'avoir une autonomie toute électrique sur son véhicule, tout en gardant la possibilité d'avoir l'utilisation de son thermique pour les plus grands rouleurs. Des images signées Charlie Dagonia. Et on parle sport maintenant et plus précisément de basket avec Diane Desplan qui est membre du comité directeur de la Ligue guadeloupéenne de basket. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, on sait que l'année a été plutôt compliquée pour le basket, notamment pour les entraînements. Est-ce que ça va déjà un peu mieux depuis la levée de certaines restrictions ? Alors, un peu mieux, on ne peut pas vraiment le dire parce que les conditions sanitaires nous ont forcés à clôturer la saison. Pour les catégories U20 et seniors, il n'y a que les jeunes qui ont pu aller au bout de leur championnat. Donc, est-ce que la situation s'est améliorée sanitairement parlant? Oui, mais au niveau du championnat, on n'a pas pu terminer notre saison. Donc c'est une année un peu gâchée en fait finalement? En quelque sorte, les seniors ont arrêté de jouer depuis le mois de mars, donc ce qui fait un peu long, mais on espère simplement pouvoir faire une meilleure saison l'année prochaine en tout cas. On sait qu'aussi au niveau des entraînements même, c'était compliqué. Il y avait ces règles de devoir jouer effectivement en extérieur, ne pas s'entraîner dans des gymnases. On sait qu'il y a des personnes qui sont recrutées, qui sont repérées, qui doivent se préparer à partir à l'étranger. Comment ça s'est passé pour eux ? C'était un peu compliqué pour tout le monde. Chaque club a essayé de gérer au mieux en s'entraînant à l'extérieur. Il y a pour certains, ça a été moins compliqué parce qu'ils avaient déjà l'habitude de s'entraîner qu'en extérieur. Mais c'était un jonglage, je vais dire, durant toute la saison. Donc c'est sûr que c'était très compliqué. On est au niveau quand même ? On espère. Faut dire oui. Alors pour la suite, justement, pour la Ligue, comment ça va se passer ? Alors justement, au niveau féminin, en tout cas la Ligue, on essaie... Déjà, est-ce que la Ligue met bien des moyens sur les femmes? Oui, en tout cas, c'est le but vraiment de la nouvelle présidence de la Ligue.
d'essayer de vraiment redonner une couleur au basket féminin qui est un petit peu en train de décliner. Parce qu'on entend beaucoup parler du foot, mais les femmes sont aussi très fortes en basket. Hein. On essaie de prouver notre place. Vous n'avez rien à prouver, crasez ces messieurs. Et donc, vous aurez une programmation pour les femmes. Oui, justement. Donc, comme le championnat s'est arrêté depuis mars, on a établi un projet d'un tournoi féminin exclusivement la semaine prochaine, donc de jeudi à samedi, donc du 15, 16 et 17 juillet. Dans le but de permettre aux femmes de pouvoir recommencer à s'affronter un petit peu, à jouer, à revenir sur le terrain et voir si on arrive à établir de nouveau une dynamique féminine sur le plan du basket. Vous organisez un peu vos playoffs comme les Flyers ont un peu fait leur tournoi? Plus ou moins. D'habitude, ils font leur tournoi sur une semaine. Là, nous, on a réduit à 3 jours. Mais c'est le même principe de tournoi. Donc, des phases de poule et ensuite des phases de demi-finale, de finale. Et essayer d'avoir une belle fête autour du basket féminin. Et le retour à la normale, ce sera pour quand au niveau du basket féminin? La saison débute en septembre, officiellement. Donc, on espère pouvoir recommencer en septembre si les conditions sanitaires le permettent. Et sinon, pas de basket pour vous? Au pire, on va essayer de voir avec d'autres tournois, éventuellement, voir comment on essaie de pallier à la chose. Mais vraiment, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'établir une nouvelle dynamique, d'avoir un championnat qui soit quand même compétitif. Et les rencontres inter-îles, tout ça? Ça, c'est en stand-by. Cette année, oui. Comme il n'y a pas eu de play-off, il n'y a pas eu de Guy Margois cette année non plus. Donc, on espère pouvoir vraiment retourner à la normale l'année prochaine. Très bien. Alors, on va redonner les dates justement et les horaires pour le championnat que vous organisez pour les femmes. Alors, du 15 au 17 juillet, au gymnase des Abîmes, à partir de 18h30. Merci beaucoup Madame Desplan d'être venue sur ce plateau ce soir nous parler justement de l'actualité du basket féminin ici en Guadeloupe. Avec plaisir. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient lundi à 18h30. On va faire quelques petits points d'ailleurs à partir de la semaine prochaine sur l'actualité Covid. Ça fait un petit moment que j'en ai pas trop parlé, mais il y a des choses à dire. On nous raconte quand même pas mal de bêtises ces jours-ci. Une bonne soirée à vous, on se retrouve lundi. À venir dans la tranche info sur Canal 10, votre émission Woolo, cette édition spéciale autour de l'Euro 2021 animée par Brother Jimmy et toute son équipe. Demain soir, pas d'émission Woolo, petite pause et à la place à 19h, on sera donc en direct live de la place de la Victoire, à Pointe-à-Pitre pour l'hommage qui sera rendu à Claude Jean-Pierre, notamment par sa famille, sa fille donc Fatia Alcabellar et son beau-fils Christophe Sinan qui organise donc cet événement. Donc demain 19h, on sera en direct de la place. À 20h, donc juste après Rouleau, je rediffuse effectivement l'entrevue que j'ai réalisée avec Fatia et Christophe en début de semaine. Ce sera après donc la coupure pub de 20h. Et avant celle de 19, eh bien, je dis bonsoir à Odile Zingilet, bonsoir à Johanna Bon, bonsoir au général Franck Abar, toujours connecté, ça me fait plaisir. Bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, à Mahat Trinity, à Ampassav Mako, bonsoir à Patrice Antoine, bonsoir à Moïse Aubin Caramel, à Teddy Bamberg, à Marie-Hélène Borès. Bonsoir en tout cas à tous les internautes qui nous suivent. Restez connectés, après la coupure pub, vous retrouverez Brother Jimmy pour Woolo.